Bonjour à tous. Alors je vais commencer par un truc très personnel. Je vais me prendre en selfie avec vous, je préfère avant qu'après, on sait jamais. Pour sécurité. Faites une tête à la con un peu. Yeah. Merci. Alors bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous présenter Pimp My Font. Exhibit n'a pas pu venir, il s'excuse. Peut-être que si vous tweetez assez, je pense qu'il y a moyen. Alors je vais vous parler de front. On va un peu plus s'intéresser par le CSS, mais on va voir qu'au final, on va avoir pas mal de choses qui vont en découler et on va essayer de vraiment avoir un front modulaire qui pimpe sa race. Alors moi, qui je suis? Ouh, c'est très moche. Ça. Ouais, ça marche pas chez moi. Si, je vous jure. Ça marchait en dev. J'espère que ça sera bon. Je m'appelle Laurent Wiesel, je suis chef de projet et dev full stack. Je travaille chez AR Développement en ce moment, filiale de Cospirit. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait une grosse application e-commerce B2B. Imaginez un Amazon B2B, voilà, à base de Symfony 2, microservices, CQRS, DDD. Si vous avez envie d'en savoir plus, c'est pas du tout le sujet de ma conf, mais on pourra en parler plus tard si vous voulez. Alors quoi on va s'intéresser aujourd'hui? On va regarder un petit peu le grand méchant pas beau code qui pue et on va essayer d'en faire quelque chose de pas trop mal. Alors le smelly code en anglais, qu'est-ce que c'est? Alors ça va ressembler à peu près à ça. Vous voyez bien là ou pas? Ouais, c'est bon? Ok. Alors c'est pas un code terrible, là on fait un focus sur le CSS. C'est pas un code qui est terrible en soi, mais il est quand même pas beau parce que on a des grosses spécificités. Si on regarde... Ouais, oui. Il y a des grosses spécificités, on regarde, on voit, on a des ID, on a des sélecteurs de 3 pieds longs, et globalement on a un petit peu tout en vrac à la méthode du bourre tout là-dedans, ça va bien passer un jour. Voilà, on va faire beaucoup mieux que ça. Imaginez ça dupliqué sur des kilomètres de code et vous aurez à peu près, je suis sûr que vous avez tous connu une application qui ressemble à ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, globalement, on va essayer de changer un peu tout ce bordel, et si en plus au passage on peut s'apporter un peu de gloire, ce sera pas plus mal. Première étape, le haut CSS. CSS orienté objet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette merdasse? Oh là là, oh la vache, c'est super zoomé là-haut. Comme vous pouvez le lire, le principe du CSS orienté objet est de séparer le contenu des contenants et de considérer les blocs de contenu comme des objets réutilisables auxquels nous appliquons un habillage graphique. Je crois que c'est clair pour tout le monde, on peut passer à peu près là-dessus. Non, faites pas cette tête, tout va bien se passer. Ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire que votre CSS, il représente des modules. Et les modules, ils sont censés être réutilisables partout. Donc vous allez essayer de faire du CSS, mais comme vous faites de l'objet, vous avez des entrées-sorties, et vous allez faire des modules, et vous allez simplement réutiliser ces modules encore et encore et encore. Vous allez voir, ça va se préciser. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce beau petit code? Eh bien, déjà, on va le séparer en deux. Là, en l'occurrence, on avait une navbar d'un côté, on avait un side menu de l'autre, purement pour l'exemple. Là, on va le séparer en deux fichiers bien propres, et on va faire un gros fichier main qui va importer tout ça. Personne ne crie? Vous êtes censé crier. Ah! Le import en CSS, c'est très mal, parce que là, vous êtes en train de faire 3 requêtes. Ouh, pas beau. Mais heureusement, on a plein de choses derrière qui vont arriver, qui vont faire des choses bien plus sympas. Donc ça, c'est la première étape. Et on remarquera aussi... Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais. Non. Non, pas très beau du tout. Voilà, j'ai trop zoomé. Globalement, vous vous rendez compte que ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a diminué les sélecteurs. C'est-à-dire qu'on a arrêté d'utiliser des ID, on n'utilisait que des classes. Ça, c'est assez important pour l'approche, c'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose de réutilisable, vous n'allez pas pouvoir utiliser des ID, parce que votre navigateur, au mieux, il ne va rien dire, au pire, il va péter, de toute façon, c'est pas pour vous. Donc vous allez utiliser des classes. Une classe, c'est vraiment fait, vous voulez réutiliser, vous utilisez une classe. Jusqu'ici, tout va bien. Et vous arrêtez de faire des sélecteurs de 3 pieds longs, vous allez essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus court, un petit peu plus performant, parce que les sélecteurs qui sont longs sont moins performants. Yeah! On a modularisé le CSS. Ouais, pas encore, vous allez voir. Deuxième étape, les préprocesseurs. Les préprocesseurs, ils vont nous permettre justement de faire ce qu'on n'a pas pu avant. Alors globalement, voilà, les préprocesseurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle qui ne connaissent pas, ça devient quand même assez répandu, ça va vous permettre d'écrire un peu à la manière d'un CoffeeScript ou d'un TypeScript, d'écrire dans un langage qui va ensuite compiler en CSS. Et l'avantage, c'est que ce langage vous donne plein de fonctionnalités magnifiques. En l'occurrence, nous, on s'en intéresse à deux, les variables, et les partials, les inclusions de code dans d'autres bouts de code. Voilà. Globalement, ça va ressembler à ça.
Donc, on a toujours notre main.scss, on passe en SCSS parce qu'on est en SAS, mais ça marche avec n'importe quel préprocesseur que vous voyez en bas au milieu. Donc, on a toujours nos imports qui sont faits, sauf que du coup, c'est des imports propres qui vont compiler dans un seul fichier CSS à la fin, et on va importer nos différents composants. Voilà. En l'occurrence, j'importe même un petit paramétrage ici, on va voir un petit peu plus tard. Donc, quand on regarde nos composants, donc le navbar et le side menu, là, à gauche et en haut, on a du coup utilisé des variables qui nous permettent de découper un petit peu et de dire, bah voilà, toute la spécificité de mon composant, elle est en haut. Et je l'ai mise dans des variables, et c'est ces variables-là que je vais utiliser en bas dans mon code. Donc c'est un des gros intérêts du préprocesseur, c'est que mon composant, toute la partie variable, la couleur, la taille, la police que vous voulez, vous le mettez en haut, et du coup vous avez vraiment quelque chose où quand vous voulez changer votre composant, bah, vous le faites directement. Et alors du coup dans le settings, qu'est-ce que j'y ai mis? J'ai mis des paramètres, on va dire, très très global sur mon application. Mon thème de couleur, ma police préférée, ma deuxième police préférée, j'en passe et des meilleurs. Et ensuite, je vais aller l'injecter dans des variables locales dans mon SAS. L'intérêt, c'est que je ne vais pas avoir ces variables-là globales un peu partout, dans tous les sens, et je ne saurai plus jamais si j'en touche une, qu'est-ce que ça va toucher dans tous mes composants derrière. Je suis complètement maître du comportement de mon composant quand je l'isole par rapport à tout. Et donc là, on est vraiment dans une optique de CSS objet. Mon composant est vraiment découplé, ses entrées c'est là-haut, bon c'est du CSS, il n'a pas vraiment de sortie, à part son expression directe, mais voilà, on a maîtrisé les entrées, elles sont à cet endroit-là du fichier, et puis basta. Hop, deuxième point, on va trop vite en fait. La nomenclature de classe. Là du coup, dans n'importe quel langage, vous allez trouver des standards. Et globalement dans CSS c'est un peu plus flou, mais il ne faut pas s'arrêter là. Vos classes, vous allez vouloir les nommer d'une manière, comment dire, il faut que vous y retrouviez. Et les toto, tutu, foubar, dans les classes, les nav1, nav2, nav3, etc., c'est pas top. Donc on va essayer d'en adopter certaines. Bon, c'était l'occasion de recaser la fameuse citation de Fowler qui dit qu'il n'y a que deux choses qui sont très difficiles dans l'informatique, c'est l'invalidation de cache et nommer les choses. C'est très vrai, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce choix. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas de règles de nommage de CSS. S'il y en a un qui crie. Oh, magnifique. Ah, bravo. Félicitations. Vous êtes meilleur que les autres. Moi, je vous proposais la nomenclature BEM. Il y en a plein qui existent, mais cela je l'aime bien. Et puis, j'ai découvert que Google utilise aussi pas mal la librairie Material Design Lite qu'il a sortie, donc l'expression du Material Design en HTML, utilise la nomenclature BEM. Donc, je suis plutôt content. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Donc là, on a le nom d'une classe, on va utiliser bloc, element et modifier. Bloc, c'est le nom de mon élément. Par exemple, menu. J'ai fini mon menu, par exemple un UL pour faire une liste. Voilà, vous avez votre menu, vous avez votre liste. Le UL, ce sera votre menu. Et puis vous allez définir dedans des éléments qui vont composer votre composant. Par exemple, item qui correspondra à chaque balise LI de votre menu. Et le modifier, ça va être simplement une modification de l'état de votre composant. En l'occurrence, par exemple, active, si vous voulez montrer où est l'utilisateur en ce moment et mettre une couleur différente sur ce que vous avez sélectionné. L'intérêt, c'est que dans votre HTML, du coup, vous n'allez pas réfléchir, vous n'allez pas mettre des classes left, right, red, blue, etc. Vous allez avoir que des noms de classes qui sont des noms fonctionnels. Parce que le HTML, après tout, il s'en fout un petit peu du style que vous voulez lui appliquer. Donc ça sert à rien de lui donner des noms de classes qui traduisent du style, vous allez vous y perdre. Là, au moins, on a une vue fonctionnelle. Mon HTML, ben voilà, j'ai une liste de liens, et en l'occurrence, ben, ça a un rôle de menu. Et c'est vous derrière qui vous connaissez dans votre fichier à quoi ça ressemblait. Je vous ai mis BEM, mais oui, alors, pardon, on va regarder un petit peu ce que ça change chez nous. Donc dans la pratique, c'est exactement la même chose. On a pris navbar, donc on a un composant navbar qui est notre wrapper, notre container, et puis navbar search, navbar search input, navbar link, en bas quand c'est actif ou quand c'est over, on le met, etc., etc. Donc là, du coup, on est beaucoup plus clair. Pas forcément ici, mais dans le HTML. Et quand vous allez arriver à des composants qui vont être des composants de composants, et vous allez commencer à mixer un petit peu les fonctionnalités, vous allez être content de savoir que cette partie de code, ok, elle est là parce que c'est un item, par exemple, de la navbar, et puis je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Donc, je vous ai montré BEM, il y en a plein d'autres qui existent. BEM, je l'aime bien. Il y a Smax aussi qui présente une nomenclature de classe. Il y en a beaucoup d'autres, hein. En ce niveau, vous allez voir, vous les trouverez par paquet. Il y en a une que j'aime bien, c'est RSCSS, que vous trouverez sur GitHub, qui est pas mal parce qu'il propose une nomenclature, mais orientée SAS. Du coup, c'est assez amusant et c'est plutôt propre, c'est plutôt joli. Je vous encourage à aller voir.
Ensuite, on va passer à l'atomic design. Donc là, ça va bouleverser un peu plus de choses. L'atomic design, globalement, c'était... la première fois, c'est Brad Frost qui en a parlé sur son site et qui citait Stephen Hay, qui disait que globalement, il faut arrêter de considérer les pages en tant que telles. Les pages, c'est jamais que des assemblages de composants. Et on met différents composants sur différentes pages. Mais une page, c'est pas une fin en soi, c'est un assemblage. L'idée, c'est vraiment de faire des blocs de Lego et de les réutiliser au maximum. Et lui, il va proposer une catégorisation des composants qu'on a créés auparavant et qu'on va continuer de créer après. Dans l'ensemble, on a 3 grands niveaux. On les appelle un peu comme on veut, mais l'idée, c'est de montrer la hiérarchie. Au début, on va avoir les quarks. Alors, les quarks, on les appelle comme vous voulez, on peut les appeler ABC 1, 2, 3. Quarks, j'aime bien, c'est les petits composants des atomes, c'est les éléments HTML purs. Donc, quand vous avez envie de styler un élément HTML pur, ben, c'est un quark, si vous allez styler que ça. Les normalizers, non pas normalizers, les resets CSS, ça va être dans cette classe en fait. Voilà, on dit, bah, moi, la balise P chez moi, c'est ça. Quel que soit le contexte, quel que soit le bloc où j'utilise. Ensuite, on va avoir les atomes. On a fait dans le composant standalone. Par exemple, ben, j'ai un champ input, j'ai un bouton, très bien, 2 quarks, ben, je vais les mettre ensemble et ça va me faire un champ recherche. Et je vais appeler ça un atome. Et quand je veux styler mon champ recherche, eh ben, je vais mettre ça dans un fichier qui va être dans un coin où il y a uniquement les atomes. Et enfin, les molécules, qui sont les composants de composants. Pourquoi séparer comme ça? L'intérêt, c'est qu'on a vraiment une question de dépendance. Mais quarks, ils dépendent de rien. C'est des éléments HTML purs. Bon, ok, on peut le faire sans problème. Et je vais me dire, je peux copier-coller le code que j'ai fait pour les quarks sur un autre projet. Ça ne changera rien, je ne vais rien casser, je ne vais rien péter, tout ira bien. À la limite, si j'ai envie de changer la couleur bleue en vert, c'est bon, je peux le faire, tout va bien. Et je sais que je peux m'en repérer. Les atomes, c'est pareil au final. Les atomes, ils ont des dépendances que sur les quarks, que sur les HTML purs. Donc si j'ai envie de copier-coller mon fichier de recherche sur un autre projet, je sais que ça va marcher aussi. Parce que voilà, le style va passer, je vais juste changer un petit peu la manière dont je vais le faire. Et la molécule, c'est le seul où j'ai une vraie dépendance entre mes composants. Là, je suis en train de parler de dépendance, et je vous dis copier-coller, mais en 2015, si vous voulez mettre sur NPM et déclarer des atomes, enfin des molécules avec des dépendances sur des atomes, et déclarer tous vos petits paquets sur NPM, vous pouvez le faire, ça marche très bien. Et vous allez tout rapatrier, vous allez tout faire à chaque fois. Et donc sur votre nouveau projet, vous allez dire, bah voilà, moi j'ai besoin d'un menu, et le menu, il va aller chercher tous les atomes qu'il veut, et il va aller chercher tous les quarks qu'il veut. Et vous allez juste changer la partie dynamique de votre code, ce qu'on a vu tout à l'heure, dans le haut du fichier, à savoir les quelques variables pour dire, ah oui, mais ici par contre c'est bleu, et puis c'est en arrière. Mais au final, ça va rien changer. Donc concrètement, là on s'éloigne un peu du code, la représentation au niveau des fichiers, c'est tout bête, c'est-à-dire que moi j'ai fait un répertoire quark, c'est un répertoire components, là c'est la version light, on va dire, j'ai juste isolé mes éléments HTML purs, et du coup je sais que mes components, je les ai bien propres, j'ai mes tables, mes save menus, mes search, etc. Et quand je veux les prendre sur un autre projet, je les prends, je modifie la partie variable, et on est bon. Et la version un peu plus, complète, c'est la totale, quark, atome, menu, et c'est toujours importé par le main.css qui va tout importer, une ligne par fichier importé, et vous allez avoir une structure comme ça. Et vous allez vous y retrouver parce que vous savez exactement ce que vous pouvez utiliser, ce que vous ne pouvez pas utiliser, ce qui est couplé à d'autres composants, ce qui ne l'est pas, etc., etc., etc. Mais le plus beau, c'est qu'au final, l'Atomic Design, comme on le propose, c'est pas uniquement que pour le CSS. Vous pouvez l'appliquer absolument à tout. Et cette sélection, enfin cette compartimentalisation, derrière, vous allez pouvoir le faire pour tout. Ne paniquez pas, ça va bien se passer. Ça ressemble à peu près à ça. C'est la même chose, sauf que derrière, on va mettre quoi? On va mettre du template HTML et on va mettre du JS. Et vos composants, vous avez non seulement un style, vous avez un markup, une structure, et vous allez avoir un comportement avec le JS. Et vous allez l'isoler comme ça. Donc c'est pareil, NPM, tout ça. Et tout ça, vous allez le compiler, le SCSS, vous le compilez, le JS pour utiliser Browserify, vous le compilez, etc., etc. Après, vous faites votre tambouille. Et avec simplement des import, require, vous allez pouvoir reprendre chacun de vos composants. Et au final, ça nous mène derrière un truc vachement sympa qui s'appelle les Web Components. Je ne vais pas en parler énormément, je ne sais pas combien de temps il me reste. J'ai été très vite là. Non, pas tant que ça. Les Web Components, si je vous en parlais très très vite, je pourrais faire je pourrais prendre énormément de temps là-dessus. Mais simplement pour vous dire ce que c'est à peu près et pourquoi tout ce que vous avez préparé jusqu'ici, tout ce qu'on a préparé, ça va nous servir et ça va vraiment bien nous servir. Les Web Components,
La plupart des gens se disent vraiment que c'est la révolution de demain, c'est-à-dire qu'on avait eu HTML5, le prochain c'est les Web Components. C'est enfin la manière de vraiment structurer nos pages de manière modulaire sans dépendance. Et c'est ce qu'on s'est préparé justement. C'est ce qu'on s'est préparé. Web Components, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qu'on entend souvent. On va avoir 5 grands composants, 5 grandes innovations HTML, qui séparément sont déjà très bien, mais qui ensemble vont faire ce qu'on appelle les Web Components. Les premiers, c'est des templates, être capable de déclarer du markup pour un composant. Les decorators, sans faire en détail, en gros, ça va jouer le rôle de contrôleur JS, vous allez pouvoir lui donner un comportement. Les custom elements pour déclarer des nouveaux tags HTML, un peu à la manière d'Angular à l'époque, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Le shadow DOM qui va pouvoir vous permettre de les manipuler efficacement, et les imports qui va pouvoir vous permettre de les importer dans vos pages avec un simple import, comme vous pourriez faire un link pour vos fichiers. Et avec tout ça, on a les web components, et du coup, vous allez pouvoir utiliser tout ce qu'on a vu avant, vous allez pouvoir le mixer du jour où les web components seront bien supportés, où les polyfills vous plairont, ou ce que vous voulez, et vous allez pouvoir les utiliser directement et les réutiliser de projet en projet avec simplement une petite part variable. En gros, vous êtes en train de faire votre Twitter Bootstrap à vous, mais en mieux, et qui correspond à vos besoins, à votre projet, et qui va vraiment vous suivre. C'est une bibliothèque à vous et qui est avec vos propres dépendances. Dans la pratique, je vous invite à voir ces quelques liens. Le projet Polymère, c'est un projet qui est porté par Google, qui correspond un peu pas à Web Components, c'est une technologie un peu particulière à Google, mais c'est vraiment la même philosophie. Angular, à la base, ça a été fait pour polyfiler les Web Components. Quand vous regardez, à la base, c'était fait pour ça. Après, ça fait énormément de choses en plus, mais c'est vraiment sa fonction première. Et webcomponents.org, qui est un super site où vous avez un peu toute l'avancée, toutes les librairies, tout ce que vous pouvez avoir, le support qui vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes au niveau des Web Components. Donc j'invite à aller voir tout ça, c'est très intéressant. Et voilà, mais il y a plus. Comme je vous le disais, si vous voulez qu'on rentre un peu plus dans le détail, n'hésitez pas à venir me voir après, je pourrais vous montrer comment on compile, à quoi ça ressemble les web components, des choses comme ça, je pourrais vous montrer tout ça. Voilà, merci, si vous avez des questions. J'ai tous perdu, non? Bonjour, juste pour dire, en fait, au niveau de BEM, c'est pas vraiment une question, c'est juste une... il existe aujourd'hui d'autres, des personnes qui ont un petit peu étendu le BEM de base pour le simplifier, le rendre un petit peu plus lisible. Enfin, surtout quand on regarde le niveau de material design, on a des classes, surtout au niveau des icônes, des trucs qui font 10 km de long, qui sont un petit peu imbuvables. Et donc au niveau de BEM, il ne faut pas s'arrêter au BEM de base. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont un petit peu poussé le truc un petit peu plus loin, qui permet de raccourcir au niveau visuel dans le HTML, qui est plus sympa, mais qui permet au moins de garder une structure de nommage de classe qui est quand même vachement intéressant. C'est vrai que le BEM, là, on a quand même 2 underscores, 2 dash, enfin, c'est super verbeux. Il y en a en fait qui mettent le modifier juste dans un nom de classe à part. Donc en fait, on a le point navbar underscore, et en fait le modifier qui est dans une classe derrière, donc on peut avoir un point blue. Alors ça, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que le active, il devrait être séparé, juste point active à côté? Et je me suis posé la question, est-ce qu'à un moment, il peut y avoir 2 modifiers de 2 composants sur un même élément HTML? Parce que si c'est le cas, du coup, ça nous fait chier. Et j'ai pas vraiment trouvé le cas, donc si vous avez un moment, si vous trouvez le cas, ça m'intéresse, pour savoir si justement c'est viable ou ça va nous poser des problèmes un jour derrière. C'est une bonne remarque. Allô? Je sais pas, celui-là. Bon, c'est juste pour faire un petit peu le furet. Dans ton exemple, à propos des conventions de nommage, en fait, Ouais. du coup, j'ai noté que pour les couleurs, utiliser des noms de couleurs. Oui. Je suis plus trop dans le front-end, mais du coup, c'est vrai que ça peut poser problème. On a red, green, etc. Mais ça va peut-être changer sur un autre projet, etc. Donc là, comment tu fais pour de vrai? Je pense surtout, j'ai vu le grey, medium grey, light grey, enfin, on arrive vite à 50 nuances de grey. On fait comment du coup? On donne des chiffres? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ma collègue développeuse front-end qui a rendre à César. Oui, non, c'est vrai, il ne faut pas les nommer. Si je les ai nommés, c'est justement une mauvaise habitude. Moi, je suis plutôt partisan du 1, 2, 3, 4.
ou du, à la limite, 10, main. 20, 30, 40 pour qu'on puisse en ajouter au milieu ou pas? Ben, si tu arrives à 10, 30, 40, c'est que tu as un problème et que tu ferais mieux de faire des modifieurs avec des fonctions SAS pour dire celui-là je veux 10% plus clair, 10% plus foncé, ce genre de choses. Je trouve. Oui, non mais t'as raison. Mais c'est vrai que les palettes, globalement, ça permet aussi de forcer à se dire une palette c'est 4-5 couleurs et puis après il faut arrêter les gars. Est-ce qu'on pourrait pas voir du coup le primary, secondary, Ouais. ou ce genre de choses? Complètement. Pour moi, 1, 2, 3, 4, c'est pareil, c'est primary, ABC, mais clairement c'est important de ne pas binder un nom à un nom de couleur, sinon ça sert absolument à rien, on est d'accord. Le jour où le vert devient bleu, eh ben, les variables, ça ne veut plus rien dire. Et oui, complètement. Voilà. Il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose un bonus. J'avais une petite question. Ok, petite question. Petite question au niveau de l'usage des préprocesseurs. Pardon. Je suis là. Ah, cool. Je suis beau, je suis caché. Oui. Non, petite question au niveau de l'usage des préprocesseurs. Tu parlais de SAS, bon, il en existe des tonnes, Oh, d'état. des tas. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de PostCSS qui est modulaire et justement qui repose sur des NPM, on peut faire ses propres règles. J'ai rien contre. Et je dirais même, ça va très très bien derrière un préprocesseur. Ça marche aussi bien, il me semble. Je sais pas, j'avoue que je ne l'ai pas testé plus que ça, mais il me semble que ça reprend le CSS et ça réapplique derrière des modifications pour le rendre un peu plus propre, c'est ça, ce genre de choses. C'est des filtres JS, en fait, ça fait la même chose que ce que fait SAS, Ouais. mais avec d'autres choses. Et en gros, après, tu as une communauté derrière où tu peux créer toi-même tes propres, genre des media queries custom, enfin, plein d'éléments custom qui sont après du coup faits par le développeur. Donc après, voilà, ça pose la souci de la cohérence peut-être. Ouais. Mais, voilà. J'avoue que j'ai pas plus testé que ça, donc je serais bien emmerdé de répondre. Mais en effet, dans ce moment où c'est le développeur qui fait ce qu'il veut, tant que les normes sont bien posées et documentées partout, pas d'avis contraire. Ce qu'utilise autopréfixage. Ah ouais? D'accord. Bah c'est cool alors. Du coup je suis pour. Si vous n'avez pas de questions, je remets la musique. Ok. Du coup, si vous voulez vous prendre en selfie devant un Pimp My Phone, ça me fera beaucoup plaisir. En plus, il y a la musique pour vous encourager.